Salut, petit aparté avant que la vidéo ne commence, vous l'entendez peut-être à ma voix, J'étais pas mal malade. mais je ne voulais pas vous laisser sans la vidéo de Noël. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Du coup, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. J'ai passé l'âge de ces conneries. J'espère malgré tout que la vidéo vous plaira. Allez, on y va. Ho ho ho. Qu'est-ce que c'est? C'est le Père Noël. Alors, est-ce que tu as été sage cette année? On fait ce qu'on peut. Que dirais-tu alors de faire une vidéo sur... Ok, j'ai compris. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez le Père Noël? Première fois que cette intro me semble aussi superflue. Je me doute que bon nombre d'entre vous connaissent l'homme au costume rouge qui vient apporter des cadeaux aux enfants sages à travers le monde. Et pour une fois, on ne va pas faire directement une intro sur d'où vient le personnage, parce qu'avant ça, on doit parler d'une autre figure mythique qui mérite tout autant sa partie, Saint Nicolas. C'est entre 250 et 260 à Patara en Lycie, l'actuelle Turquie, que naît Nicolas de Bari. Bari étant une ville en Italie, Nicolas étant lui-même grec, ça fait pas 2 minutes que la vidéo a commencé, c'est déjà un bordel géographique. D'ailleurs, son nom est sans doute plus proche de Nicolaos, au vu des prénoms de ses parents, Epiphanios et Ioanna. Parents qui vont mourir suite à une épidémie de peste. J'aime quand les histoires commencent bien. Il sera donc recueilli par son oncle, l'évêque de Myre. Pareil, c'est une ville en Turquie, rien à voir avec la Myre qui est une gomme à mâcher, la station Myre qui est russe, voire même celle-là. L'évêque de Myre, il s'appelle aussi Nicolas, histoire que ce soit facile. Il deviendra abbé de Sion, la ville turque, pas la version suisse, et pas non plus le chevalier du zodiaque. Plaît-il? Malheureusement, son oncle finira à son tour par passer l'arme à gauche, et son successeur fera pareil, laissant la ville orpheline de son évêque. C'est donc l'abbé Nicolas qui endossera ce rôle et qui obtiendra son nouveau nom, sans doute le plus connu, Nicolas de Myre. Comme son oncle en fait. Mais vu que lui il a rien fait, tout le monde s'en fout. Mais du coup, le Bari, il vient d'où? On y viendra plus tard. Alors son rôle d'évêque de Myre, il sera pas très long non plus. On estime qu'il prendra ce rôle en 300 après JC, donc entre 40 et 50 ans. Mais il ne restera en place que 10 ans, moment où l'empereur Dioclétien entre en scène. Alors Dioclétien, on va passer très vite sur le personnage, c'est juste un empereur de Rome qui se prenait pour un dieu. Et durant son règne, il a exigé que les gens fassent des sacrifices pour les dieux romains qui revenaient à la mode à l'époque. Sauf que les chrétiens et les juifs, ils ne veulent pas. Donc Dioclétien, il les juge comme étant des traîtres contre le bon fonctionnement de la société. Il commence donc à persécuter les chrétiens parmi l'Empire avec la condition que soit tu sacrifies une chèvre, soit c'est les travaux forcés, la torture ou la peine de mort. Avec, je pense, un désir pour qu'ils choisissent la dernière option. Et les juifs dans l'histoire? Un balestec monumental, il n'entre même pas dans l'équation. Durant cette persécution, notre Nicolaos, il ne va pas échapper à la règle. Et il va être dans un premier temps emprisonné, torturé, puis contraint à l'exil pendant plusieurs années, avant son retour en fonction en 313, lorsque l'empereur Constantin reconnaîtra que finalement, même s'ils ne veulent pas sacrifier des chèvres, les chrétiens sont quand même sympas. Et c'est à partir de là que la légende principale autour de l'évêque de Myre commence. Alors petit disclaimer, la légende datant du 9e ou du 10e siècle, il est assez difficile de savoir quand est-ce qu'elle se déroule exactement, puisqu'il n'est jamais fait mention de date. Et qu'elle est parfois un peu anachronique. Dites-vous que l'autre personnage de l'histoire, il arrive en 1552, soit 5 siècles plus tard. La chronologie des légendes, c'est un bordel. Mais si on devait la passer quelque part, ce serait là par élimination. Et me demandez pas non plus où ça se passe, ils sont aussi doués pour les lieux que pour les dates. Notre histoire commence lorsque 3 enfants partirent pour les champs. Alors, on a l'habitude de parler d'enfants, mais il est possible que ce soit une mauvaise traduction, ce serait 3 innocents. Et le soir venu, nos bambins ne vont pas retrouver le chemin de la maison, les obligeant à marcher dans le noir jusqu'à une chaumière. L'homme qui leur ouvre la porte est un boucher, Pierre le Noir, ou Peter Schwartz pour nos amis germaniques. Suite à la requête des enfants, il va accepter de leur offrir le gîte et le couvert pour la nuit. Sauf que, de son propre chef ou de celui de sa femme, on sait pas trop, il va lui prendre l'envie dans leur sommeil de nous les égorger, les découper en petits morceaux et les jeter dans un saloir. T'es un psychopathe, Sven. Faut te faire soigner. Mettons-nous d'accord, peu importe lequel des deux a eu l'idée, c'est des tarés.
Grosse ellipse dans le temps, il a quand même fallu 7 ans à l'évêque pour qu'il débarque, Nicolaos de Myre se rend chez Peter avec le désir de manger la spécialité locale. Peter, il a pas trop le choix parce qu'à l'époque, on dit pas vraiment non à un évêque. Nicolas s'installe alors à table et commande le petit sablé de 7 ans d'âge. Et en apprenant ça, Peter, il saisit tout de suite que le saint a compris. Me regardez pas comme ça, moi non plus, je ne sais pas comment il a compris. Peter en profite pour essayer de s'enfuir, mais vu que ça ne marche pas, il supplie l'évêque de l'épargner en essayant d'expliquer son geste. Je t'en prie, on t'écoute, mais t'as intérêt à être convaincant. Si tu me laissais le temps de t'expliquer au moins ce qui s'est passé. Merci. Bon, pendant qu'il essaye de s'excuser, Nicolas se rend dans le saloir, lève 3 doigts, et les 3 enfants sortent des tonneaux comme s'ils avaient fait un long sommeil. La légende ne dit pas s'ils ont vieilli de 7 ans, ou si on a eu une éclipse avant l'heure. Il s'est fait éclipser, donc en réalité il a 16 ans, et pas 21. Le boucher, il va avoir un nouveau rôle à côté du futur saint, celui du père Fouettard, ou peu importe le nom qu'on lui donne selon les régions, celui qui va punir les enfants qui n'ont pas été sages. Ce qui veut dire que techniquement, il a eu accès à l'immortalité. Comment ça? Ben, vu qu'il accompagne le grand saint partout où il va, et ce jusqu'à nos jours, c'est bien qu'il est devenu immortel. Donc conclusion, tuez des enfants, vous aurez une longévité exceptionnelle. Ok, on va peut-être pas emprunter ce chemin, surtout que immortel peut-être, mais il lui a quand même fallu plusieurs siècles, parce qu'il a été rajouté très tardivement. Et 2 fois. La première origine possible serait en 1552, à Metz, où il représentait l'empereur Charles Quint. Mais d'un autre côté, son origine pourrait aussi venir du comté de Hanau-Lichtenberg en 1737, et une représentation du chevalier Hans von Trotta. Par contre, le lien entre le chevalier, l'empereur et le boucher, pas trouvé. Alors, il reste une dernière version du père Fouettard, sans doute celle qui a fait le plus polémique, le Zwarte Piet. Malgré le fait que son nom signifie Pierre le Noir ou Peter Schwartz, en fait, lui, il n'a jamais été bouché. C'est un personnage totalement différent. C'est aussi la version la plus récente des Compagnons du Barbu, apparaissant seulement à partir du 19e siècle. Et pour ce qu'il est, vous avez le choix. Et c'est pas un choix que vous voulez faire. Il est soit un esclave récupéré par Nicolaos en Espagne, soit un croque-mitaine. Sachant que pour les gens de l'époque, c'était la même chose. Donc si on pouvait oublier ce personnage et rester sur le boucher tueur d'enfants, je préfère. Et j'en reviens pas que j'aie dû dire cette phrase. Petite parenthèse sur la fin de l'histoire de l'évêque. Nicolas va mourir le 6 décembre 343 et sera enterré dans la ville de Myre. Mais ça, c'était avant que des marchands peu scrupuleux décident en 1087 d'aller récupérer ses ossements pour les déplacer dans la ville de Bari, soi-disant pour les protéger. Oh, ce n'est pas un vol. Ces os appartiennent à l'Église et seront plus utiles parmi les fidèles qu'ici, à pourrir dans la terre. Et maintenant qu'on a fini avec un barbu, il est temps de parler de l'autre. Et pour ça, on va devoir faire une énorme ellipse temporelle jusqu'en 1492, date à laquelle un Italien va se paumer en pleine mer et se tromper de continent, découvrant ainsi une terre toute neuve, l'Amérique. Un jour férié en hommage à Christophe Colomb. Il a pris une mauvaise route et décimé presque la totalité d'une peuplade. Avec la découverte de l'Amérique, des colons vont venir de toute l'Europe, avec leurs coutumes. Et parmi eux, on y retrouve notamment des Néerlandais et leur Sinterklaas. C'est comme ça qu'ils appellent Saint-Nicolas. Au plus loin que l'on peut remonter, il faudra attendre les mois de décembre 1773 et 74 pour voir apparaître le personnage. Et une trentaine d'années plus tard, le personnage aura fait son petit bonhomme de neige de chemin, gagnant au passage le titre de Saint Patron de la Grosse Pomme. Il est patron d'un fruit. La Grosse Pomme, c'est le surnom de New York, surnom qui lui vient des courses hippiques, parce que les chevaux mangent des pommes. Laisse tomber. Et ce qu'on peut dire sur le futur Papa Noël, c'est qu'il est très loin d'avoir la carrure qu'on lui connaît. Il a troqué sa mitre et sa crosse pour avoir l'attitude d'un vaurien avec un tricorne, un gilet rouge et des bas jaunes. Soit plus ou moins ce que tu obtiens quand tu appuies sur le bouton aléatoire lors de la création de perso. Sauf qu'au même moment, il y a une autre fête qui a également entamé sa transformation, celle de Noël, qui se voit affublée d'une distribution de cadeaux sous un sapin. Et pour faire la publicité de cette nouvelle mode, il faut bien un personnage pour la promouvoir. Et ça tombe bien, on a justement un vaurien à disposition qui a sa fête le même mois. C'est quand même bien fait. Sauf que l'image d'un vaurien, elle est pas terrible, faudrait quelque chose de plus sympathique. Et c'est à ce moment qu'entre en scène Coca-Cola. Non, l'histoire entre Coca-Cola et le Père Noël, ça arrivera un siècle plus tard.
La nouvelle version de celui qui portera le nom de Santa Claus, on la doit à 2 hommes. Dans un premier temps, on peut parler de Thomas Nast, un caricaturiste qui en 1881 fera ce dessin sur lequel on reconnaît déjà toutes les caractéristiques de notre Papa Noël. Mais si on remonte encore un peu plus loin, on peut trouver Clement Clark Moore, un poète new-yorkais qui signera 60 ans plus tôt The Night Before Christmas. En tout cas, c'est à lui qu'on donnera la paternité du poème qui portera aussi le nom d'une visite de Saint-Nicolas, le personnage n'ayant pas encore son nouveau patronyme. En réalité, cette histoire était surtout racontée pour occuper ses enfants le soir de Noël, ce qui explique le changement de date pour la distribution de cadeaux. Pour Moore, l'histoire ne devait pas dépasser le pas de sa porte. Sauf que... Miss Harriet. Quoi, Miss Harriet? Miss Harriet Butler, rien à voir avec Gérard, est une amie de la famille qui, en visite chez Moore, a la magnifique idée de piquer le poème et de le publier dans le New York Sentinel. La salope. Une fois que le poème est lâché dans la nature, il ne faudra pas attendre longtemps avant que le barbu bedonnant ne devienne une figure marketing. En moins de 20 ans, il s'est retrouvé sur toutes les publicités de fin d'année dans les journaux. Et il n'a pas fallu 1 an avant que les magasins le mettent dans les boutiques. Le summum étant atteint à Philadelphie en 1841 lorsqu'un Père Noël grandeur nature apparaît dans les rayons pour attirer les têtes blondes. La machine marketing était lancée. Moore et Nast, ce sont les 2 hommes ayant donné au Père Noël tout son folklore. Que ce soit son costume, sa silhouette ou même la série de rennes tirant son traîneau. Donc, on est parti pour les secrets du Père Noël. Bon, maintenant qu'on sait un peu plus d'où vient le Père Noël, on va se demander où est-ce qu'il habite. Ça, c'est assez simple, c'est au pôle Nord. De manière très rapide, oui, mais dans les détails, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le Père Noël, il a une tendance à déménager. Genre beaucoup. Actuellement, le barbu possède la nationalité canadienne depuis le 23 décembre 2008. Et si on peut comprendre le lien entre le pôle Nord et le Canada, en vrai, il serait beaucoup plus proche de Montréal. En effet, le code postal qui correspond à la maison du Père Noël est le HOHOHO. Et au Canada, tous les codes postaux qui commencent par un H sont liés à Montréal, donc la prochaine fois que vous visitez la ville, cherchez un type qui ressemble à ça. Maintenant, il est tout aussi possible que le Père Noël ne vive pas au pôle Nord, mais à North Pole. Mais c'est la même chose en anglais. North Pole, en vrai, c'est une ville. Une ville d'Alaska et d'après la légende, c'est dans ces murs que résiderait le distributeur de jouets gratuit. D'ailleurs, la ville de North Pole a dans ses registres une plainte pour vol de traîneau. On respecte plus rien à notre époque. Du côté de l'Europe, par contre, les adresses fusent car chaque pays nordique estime qu'il est la patrie de Monsieur Claus. Ainsi on a Drbak en Norvège, Umanak pour les Danois, Mora pour les Suédois, où il y a d'ailleurs un parc d'attractions à son nom. J'ai toujours cru que l'atelier du Père Noël devait être secret. Rovaniemi pour les Finlandais, et enfin en Biélorussie, là, Беловежская пуща. Où l'on trouve la maison de Ded Moroz, qui est grosso modo le Père Noël russe. Maintenant qu'on a réussi à ne pas définir précisément où se trouve son atelier, on va s'intéresser à ce qu'on y fait, et surtout à qui aide le Père Noël. Dans son atelier, le Père Noël s'attelle toute l'année à construire les jouets qu'il offrira la nuit tant attendue. Par contre, on est bien d'accord que c'est de la contrefaçon qu'il fait. Développe parce que là, je te suis pas. Le Père Noël offre des cadeaux qu'il a fabriqués dans son atelier. Sauf qu'on est bien d'accord que les cadeaux que les bambins reçoivent, ils ont de fortes chances d'être estampillés Lego, Hasbro ou Mattel. Ouais... Donc, il est bien gentil le Père Noël, mais vu qu'il fait des cadeaux semblables à d'autres firmes en imitant leur nom et leur logo, il fait de la contrefaçon. Oh putain, oui. Bon, je pense qu'on va avoir des problèmes avec les autorités hivernales, donc on va passer aux aides du Père Noël, qu'on va appeler ses complices donc, les complices du Père Noël. Les elfes. Ce mal ne peut être gardé secret par le pouvoir des elfes. Non, pas ces elfes-là. Toby est libre. Pas ceux-là non plus. Lasciate alla Santa. Toujours pas. Ça me gêne de te demander ça, mais... Voilà, ceux-là. Déjà, parmi tous les elfes, il y en a un qui est un peu plus connu que les autres. Attention, je vais vous donner un indice pour vous qui êtes chez vous. Top, je suis un bonhomme rondouillard avec une énorme barbe blanche. Je passe le soir de Noël à distribuer des cadeaux grâce à mon traîneau tiré par des rennes. Étant à l'origine Saint-Nicolas, je dois ma transformation aux colons néerlandais qui sont arrivés en Amérique. Je suis le Père Noël.
avouez que ça vous la coupe. Pour ça, on doit remonter à Moore et à son poème qui définissait déjà le barbu comme étant un joyeux petit lutin. Donc, à la base, le Père Noël, c'est un elfe. Tu crois que c'est pour ça qu'on accroche des chaussettes à la cheminée? Hormis le grand monsieur, les elfes se divisent en plusieurs catégories. Nous avons déjà ceux qui fabriquent les contrefaçons de jouets et ceux qui cuisinent les contrefaçons de friandises. En plus de ça, on retrouve les assistants du Père Noël qui sont principalement affectés à l'entretien du traîneau et de ses raids. Des elfes mécanos quoi. Eh, votre fer il est cassé là, faut le changer, hein, faut tout changer, votre veste aussi là. On a ensuite les assistants de livraison, ceux qui vont se charger du bon suivi de la liste, de la réception de la lettre au colis mis dans le traîneau, prêt à être livré. Et enfin, les elfes messagers. Et quand je vais vous expliquer ce qu'ils font, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir. Contrairement à ce que leur nom indique, les elfes messagers ne transportent pas de messages, mais ils sont en réalité les yeux et les oreilles du Père Noël. Vous savez, quand le Père Noël vous demande si vous avez été sage cette année, ben en fait, il le sait déjà. Parce que les elfes messagers, ils rentrent chez vous et ils vous observent. Tout le temps. Même pendant votre sommeil. Depuis quand on a basculé dans un épisode d'Halloween? Évidemment, si le Père Noël gère tous les lutins affectés aux jouets, fallait bien quelqu'un pour s'occuper de l'autre chaîne de production. Au fourneau, on retrouve donc Madame Noël, et ce qu'on peut dire sur le personnage, c'est que soit elle a un grave trouble de l'identité, soit Papa Noël il a une tendance à souvent changer d'épouse. Parce que le prénom de la mère Noël, il varie entre Amelia, Jessica, Anna et Marie. Et ça, c'est juste pour ce que j'ai trouvé. Et enfin, un dernier membre important de cette équipe, indispensable au bon fonctionnement de cette aventure, les reines. Je sais pas à quoi dire de plus. C'est des reines. Bon, il y a bien Rudolph et son nez rouge qui a un peu plus de backstory, comme quoi il a été moqué plus jeune à cause de son tarin écarlate, mais qui finalement s'est avéré être un bon atout pour guider le traîneau. Et il est amoureux de Clarisse, qui pour une raison que j'ignore n'a jamais été engagée par le Père Noël. Ok, alors deux questions que je me pose. Lesquelles? Bon, déjà, c'est bien d'avoir l'origine du Père Noël, mais Pierre le Noir, il est devenu quoi dans la transition? Ah, ben, il n'y a pas vraiment de pendant au Père Fouettard. Mais si tu veux, on peut parler d'un personnage bien moins connu. Belsnickel. Belsnickel, c'est un personnage qui est également lié au Grand Saint, mais originaire cette fois-ci de l'Allemagne, même s'il est bien différent du Père Fouettard ou de Pierre le Noir dans son fonctionnement. En effet, Belsnickel, ce n'est pas que le personnage méchant qui accompagne Saint-Nicolas pour punir les enfants, mais c'est aussi lui qui distribue les cadeaux. Restriction de budget, on a fusionné les deux. Son lien avec le Père Noël, même s'il existe, il est fort peu présent. En fait, il est limité à 3 endroits dans le monde. La région du Palatinat, d'où il est originaire, dans les communes germaniques du Brésil, aucun sous-entendu, merci, et en Pennsylvanie. C'est quand même un mythe qui est très restreint. Mais malgré tout, ce personnage qui a aussi choisi le 24 décembre pour se promener de maison en maison afin de distribuer autant de friandises que de châtaignes, suivant si vous avez été sage ou pas, se différencie de son collègue à la barbe blanche. Déjà, il attend pas minuit, mais il arrive dès la nuit tombée. Il porte un masque et des vêtements féminins. Et voilà, encore un coup des mots qui veulent nous gâcher Noël. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que le monsieur, il a une technique qui est très simple, et pas tellement discrète. Il approche de la maison et toque à la fenêtre. Les enfants ouvrent et lui chantent une petite chanson, ce qui est déjà une très mauvaise idée. Si un monsieur barbu et masqué toque à votre fenêtre, vous n'ouvrez pas. Jamais. Si la prestation musicale plaît, Belsnickel prend une poignée de bonbons et la jette par terre. Je jure, si la prochaine étape implique une camionnette blanche, je pète un câble. Et si les enfants vont trop vite pour ramasser les friandises, c'est là qu'il fout des torgnoles avec son gros bâton. Ok, c'est mieux que la camionnette. J'imagine. Mais c'est quand même très chelou. T'avais pas une autre question? Ouais, pourquoi Coca-Cola et pourquoi la rumeur d'un Père Noël vert? Alors, pour Coca-Cola, c'est très simple. La marque l'a juste inventé de toutes pièces et c'est complètement faux. Ils se sont juste réapproprié le Père Noël avec des pubs qui sont très classe pour certaines, faut le reconnaître, mais sinon il n'y a aucun lien entre le Père Noël actuel qui tirerait ses couleurs de la marque. Et pour ce qui est de la version verte, c'est pas le Père Noël, c'est le Père Noël. Tu sais, ce qui est chiant avec toi, c'est qu'on sait jamais si t'es sérieux ou si tu te fous de ma gueule. Bon, ok, troisième partie.
L'histoire du Père Noël vert, elle vient surtout d'un amalgame entre deux personnages folkloriques. Le nom de Père Noël, il est principalement présent par chez nous, les Américains lui donnant le nom de Santa Claus. Donc le lien entre lui et Saint-Nicolas, il est assez évident à faire. Sauf que, chez les Anglais, il y a une autre figure hivernale, le Father Christmas. Donc, en bon français, le Père Noël. Pour parler de ce personnage, on doit encore une fois remonter dans le temps, mais fort heureusement pas autant que pour l'évêque grec. La première apparition de Father Christmas remonte au XVIIe siècle, même si une première version existait déjà au XVe, Sir Christmas. Son apparition, elle fait suite à la guerre civile anglaise où deux groupes s'affrontent. Les puritains qui considèrent que Noël ce serait quand même vachement mieux si ça n'existait pas, et de l'autre, les royalistes qui ressortent cette vieille figure pour défendre la même fête. Un grand coup de c'était mieux avant, déjà à l'époque. Mais regardez ces gars, vous les voyez? Pour eux, l'âge d'or, c'est sûr que c'était la Renaissance. Et à cette époque, le Père Noël anglais, il est bien différent de son homologue américain. Déjà, les enfants, il s'en fout. Faut savoir que depuis le Moyen-Âge, la fête de Noël, elle était un peu plus longue que maintenant. Vous savez, ces repas interminables jusqu'au bout de la nuit, à l'époque, ils commençaient le 21 décembre. Et ils se terminaient 12 jours après Noël, d'où le titre de la chanson, soit le 5 janvier, veille de l'épiphanie. Et toujours à cette époque, la coutume d'offrir des cadeaux, elle n'existait simplement pas. Le Père Noël, il est là pour justifier la bonne bouffe et le fait qu'on se marre. Et donc, en 1656, la première appellation de Father Christmas voit le jour dans un texte de Josiah King, racontant un procès dans lequel Noël est donc accusé par le Commonwealth et dont l'avocat s'en sort avec la plaidoirie suivante. Je pense que, Monseigneur, les nuages même rougissent de voir ce vieux gentilhomme si grossièrement maltraité. Si à un moment donné, quelqu'un s'est maltraité lui-même en mangeant et en buvant immodérément, ou en gâtant les créatures de toute autre manière, ce n'est pas la faute de ce vieil homme. Il ne devrait pas non plus en souffrir. Par exemple, le soleil et la lune sont vénérés par les païens. Sont-ils donc mauvais parce qu'ils sont idolâtrés? Ainsi, si quelqu'un maltraite ce vieil homme, il est mauvais pour l'avoir maltraité, et non lui pour avoir été maltraité. Voilà, un petit tacle aux puritains, ça fait pas de mal. Après ça, le Father Christmas va se faire discret. Noël a certes été sauvé, mais Noël perd en popularité le siècle suivant. On ne le fait plus autant et le personnage tend à disparaître comme d'autres figures de l'époque. Il y a bien que dans quelques pièces de théâtre que l'on parle encore du bonhomme. Et il va en être ainsi jusqu'à l'époque victorienne, où la fête reprend un peu du poil de la barbe du grand saint. On l'a dit, à cette période, Santa Claus débarque et la fête de Noël devient beaucoup plus centrée sur la famille et les enfants. Et notre Father Christmas commence à fourrer dans sa hotte des cadeaux pour les bambins. Cependant, son folklore, il n'est toujours pas pareil de celui de Santa. Il n'a pas d'elfe, pas de pôle Nord et pas de passage par la cheminée. Le Father, il apporte des cadeaux en étant invisible, ce qui est quand même vachement plus facile. Et même si Dickens utilise l'image du Father Christmas pour son fantôme des Noëls présents, oui, on parlera un jour de Dickens et de ses fantômes, j'aimerais mieux pas. Plus le temps passe et plus de distinction se fait. Il y a le vieux Père Noël, celui en vert, et le nouveau tout droit sorti du pays de l'oncle Sam. Si bien que le personnage anglais commença de plus en plus à avoir les attributs de son collègue, jusqu'au moment où les deux personnages fusionnèrent. Donc, en résumé, non, le Father Christmas, ce n'est pas un ancêtre du Père Noël. C'est une autre figure folklorique qui s'est amalgamée à Santa Claus près d'un demi-siècle après sa création. Sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter, avec un peu de retard, un joyeux Noël. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.